Nous sommes dans la joie d'être avec vous dans ces numéros de Plateau de leaders, cette émission que vous en êtes dans. Nous recevons des leaders ici pour essayer de voir la perspective de notre environnement, comment est-ce que la leadership peut influer sur le changement des mentalités. Aujourd'hui, nous allons justement parler, dans cette émission, nous allons parler du changement des mentalités. Le leader et le changement des mentalités. Alors pour cette émission d'aujourd'hui, nous avons tenu à recevoir pour vous un médecin, mais pas n'importe quel, un médecin vraiment très versé dans la parole de Dieu, un médecin très influent. Il s'appelle le docteur Fuelo Fumu Mumbala Pierre. Il a été une fois président du Full Gospel. Donc c'est pour la première fois que nous le recevons dans cette émission. Bonjour, docteur Fuelo. Bonjour, pasteur. Oui, je sais que vous êtes un grand leader et que vous avez aussi des très hautes responsabilités dans le pays et aussi dans le sein de malade. Bon, généralement, quand quelqu'un dit que je suis un grand leader, ça me gêne un peu. Ça me gêne. Oui, parce que j'ai vraiment... en fait, normalement, il faudrait que, pas qu'on se proclame leader, mais plutôt que les autres puissent trouver en vous un leader sur base de l'influence que vous avez dans votre société, dans votre communauté, dans votre environnement de vie. Alors, donc, c'est vraiment beaucoup de responsabilités quand tu dis que je suis un leader. C'est le cas pour moi parce que vous m'avez beaucoup influencé aussi. Déjà, je vois comment est-ce que je suis très flatté. Vous nous influencez dans votre leadership. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu de la problématique du changement de mentalité, le leader et le changement de mentalité. Mais j'aimerais d'abord quand même que, moi je me connais, mais les téléspectateurs à travers le monde ne le connaissent pas. Qui est docteur Fuelo Fumu Mumbala Pierre? Je sais votre nom, une extension. Non, vraiment, tu as très bien prononcé. Docteur Pierre Fuelo Fumumbala est le mari de Scola. Avec Scola, nous avons 4 grands-enfants et nous sommes grands-pères d'un petit enfant. Voilà. Je suis médecin de profession depuis 35 ans maintenant. Wow. Donc, depuis 35 ans, je suis médecin. Et je suis directeur dans la Société nationale d'électricité SNEL, mais je suis aussi entrepreneur. Je suis membre d'une association de laïcs chrétiens, Full Gospel Businessmen Fellowship International, où je suis le vice-président international à charge de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est. Je suis aussi de la radio et télévision Saromalam, où je suis membre de l'Assemblée générale. Je suis administrateur à Leadership Academy University. Je suis ton frère, je suis plusieurs choses à la fois, quoi. Voilà pourquoi je disais que vous êtes un leader très très influent dans le monde. Aussi, un jour, je suis allé faire une émission dans la concession de Full Gospel. J'ai vu un 4 ans photo là-bas. Vous avez été président national de Full Gospel. C'est très intéressant pour nous. Alors, docteur, aujourd'hui, nous voulons parler de changement de mentalité, mais nous allons d'abord faire un petit tour d'origine de l'actualité, hein, parce que nous sommes en pleine période où, pour la première fois, notre pays abrite le jeu, le 9e jeu de la francophonie, quelque chose de beaucoup qui était plus utopique par les passés, mais aujourd'hui, les jeux sont en train de se dérouler. Je ne sais pas, vous, en tant que leader congolais, est-ce que ça vous inspire quelque chose, quelques commentaires, qu'on puisse abriter ces jeux-là en RDC? C'est vraiment un grand honneur pour notre nation que d'organiser le 9e jeu de la francophonie. Et cela a été encore un grand honneur pour moi lorsque j'ai vu de quelle manière le début de ces jeux est déjà un grand succès. C'est vrai que nous avons encore 2-3 jours pour les terminer. Mais franchement, c'est vraiment un succès. C'est un gros défi qui a été relevé. Je voulais peut-être saisir l'occasion pour féliciter le président de la République, le gouvernement, le comité organisateur, tous ceux qui ont cru en la République démocratique du Congo et tous ceux qui ont eu foi en la capacité de nos compatriotes de pouvoir nous offrir un jeu si excellent. J'ai suivi la cérémonie d'ouverture et les différents jeux qui se déroulent déjà. C'est comme si on n'était pas à Kinshasa, hein? Non, nous sommes bel et bien à Kinshasa. Nous sommes bel et bien à Kinshasa. Et ces jeux-là nous donnent un peu l'image de ce que nous devons continuer à bien faire. Donc, cela a vraiment démontré que si nous voulons, nous pouvons.
et que nous pouvons vraiment aller de l'avant en tant que nation, en tant que peuple. Oui, docteur, parce que tous ces sites-là, la plupart des sites-là n'existaient pas du tout, étaient en état de délabrement avancé. Mais on ne sait pas, en très peu de temps, en un laps de temps, ils sont arrivés à faire cela. Mais je crois que nous avons la possibilité de relever des grands défis pour la reconstruction de notre pays, docteur. En très peu de temps. Oui, en très peu de temps. Et c'est quelle magie qu'ils ont fait là? Non, aucune magie. Simplement un bon leadership et une bonne volonté. Et moi, je pense que nous devons désormais travailler à cette vitesse-là. Donc, il ne faudrait pas qu'après la francophonie, nous puissions ralentir dans la vitesse du développement. Non, notre peuple est dans le besoin. Nous devons continuer avec le même rythme, avec la même vitesse, dans tous les secteurs de la vie nationale, pour que notre peuple puisse avoir davantage un mieux-être. Alors, quelles leçons pourrons-nous retenir en tant que Congolais, tout le monde, que ce soit les politiciens, les étudiants, par rapport à ces succès, on peut dire, s'il faut appeler ça comme ça, même si le reste du pays a quelques problèmes, au moins c'est le miroir qu'on a montré là. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer pour l'avenir de notre pays? Mais il ne faut pas hésiter d'utiliser le mot succès. C'est réellement un succès. Nous avons besoin de ce que... C'est comme si c'est un petit succès juste dans un coin comme ça. Et puis... Mais oui, justement, les succès qui devront embraser toute la nation doivent partir de quelque part. De quelque part, oui. Donc, nous devons utiliser ça comme un motif de fierté, comme un motif pour nous y appuyer et continuer à mener les mêmes rayonnements dans les différents secteurs. Et le secret, c'est le travail et la détermination de tous. Vous savez, lorsqu'on a la charge de conduire un groupe, une communauté, un village, une ville, une nation, on a justement la responsabilité de répondre aux besoins de sa communauté. Et là, les besoins sont nombreux. Là, dans les domaines sportifs et culturels, nous avons fait des avancées avec la Jeux de la francophonie, mais cela a aussi permis à ce que notre nation soit vue d'une autre manière. Et vraiment, nous devons encourager tous les Congolais à s'approprier de ces succès et de dire à qui veut nous entendre que nous, au Congo, si nous restaurons la paix, nous pouvons nous lever tous et nous mettre sur les chemins du développement. Et que maintenant, malgré que nous avons l'insécurité, la guerre à l'Est, mais nous nous sommes engagés à travailler déjà pour la nation. Donc bien avec une main, nous battons pour restaurer l'intégrité du territoire, mais avec l'autre main, nous devons continuer à travailler pour changer notre environnement et nos conditions de vie en tant que peuple. Évidemment, c'est comme Néhémie, quand s'était mis à rebâtir les murailles de Jérusalem avec des sambalala, évidemment, d'une main, il y avait les armes, et puis de l'autre, il travaillait beaucoup comme ça. Mais il se pose aussi que ce problème-là, ce jeu de francophonie, a relevé un peu la faiblesse, la défense sur le plan des infrastructures hôtelières. Je ne sais pas, on est allé loger des étudiants, plutôt les athlètes, dans un home des étudiants. Oui, il faut dire que nous devons améliorer... Ça doit nous interpeller. Oui, ça doit nous interpeller. Nous devons améliorer nos infrastructures. Et vous savez que dans les domaines hôteliers, l'État a la responsabilité d'offrir les conditions, mais c'est à nous tous, les hommes d'affaires, les privés, de prendre l'initiative pour construire des hôtels et que sais-je. Mais l'intérêt d'avoir investi sur les cités universitaires, c'est que de facto, les conditions de vie de nos enfants, de nos étudiants vont s'améliorer. Et là, nous en appelons aussi à leur conscience pour que dès qu'ils vont hériter de toutes ces infrastructures, de tous ces homes réhabilités, qu'ils doivent vraiment les préserver, les garder, les protéger. Il ne faut pas pour un rien, pour n'avoir pas mangé un après-midi, casser les vitres. Non, il faudrait vraiment qu'il y ait une prise de conscience collective pour préserver cet outil précieux. Est-ce qu'avec ça, on peut dire qu'on pourrait être capable un jour d'organiser aussi la CAN, le CHAN? Parce que là, c'est beaucoup plus costaud avec des grandes nations, de grandes délégations, avec des supporters aussi. Est-ce qu'on peut y espérer un jour? Oui, je pense que pour être capable d'organiser plus grand,
il faut avoir réussi d'organiser plus petit. Plus petit. Et je pense que l'expérience de 9e jeu de la francophonie est une expérience tout à fait heureuse. De telle sorte qu'aujourd'hui, nous pouvons dupliquer la même organisation sur 3-4 villes différentes et abriter, pourquoi pas, la Coupe d'Afrique des Nations et peut-être un jour la Coupe du monde de football ou de basketball. C'est trop important. Ou les Jeux Olympiques, oui, oui. Pourquoi pas. Mais il faut vraiment un changement de mentalité parce que souvent, après, les organisations, les infrastructures sont abandonnées parce qu'il faudra les entretenir. Tous ces stades, toutes ces maisons-là sportives qu'on a construites, ces sites-là, il faudra par la suite qu'il y ait un budget pour les entretenir. Est-ce qu'on pourra tenir les coûts? Connaissant un peu parfois notre façon de travailler ici en RDC. Ça, c'est une interpellation aussi. Hein? Oui, normalement, nous devons être capables de les entretenir. Parce que lorsque nous prenons l'exemple du Stade des Martyrs, 80 000 places, et on a pratiquement un public payant de 80 000 places lors d'un match de Léopard, ou lors d'un match de V-Club, ou de Daring, je ne sais pas, ou de Tout-Puissant Mazembe, il faudrait qu'il y ait réellement une bonne gestion. Parce que l'entretien passe par la bonne gestion, la bonne gouvernance. Il ne faut pas que les ressources que génèrent ces infrastructures soient dilapidées au point où on puisse manquer de quoi entretenir les toilettes, les vestiaires, l'aire des jeux. Donc nous devons aujourd'hui être plus regardants et je crois que les chefs de l'État, que le gouvernement ne permettra pas qu'il y ait de nouveaux mauvais gestionnaires dans ces infrastructures pour lesquelles l'État a investi des millions et des milliards de francs congolais. Voilà, je crois que nous disons bravo au gouvernement pour la réussite de ces jeux. Je crois que ça a été un bon miroir de la République démocratique du Congo. Ces athlètes qui sont arrivés, ils sont parmi les acteurs, ils ont vu vraiment la vie de Kinshasa, bien qu'il y ait des points où ça fait pas beau vivre. On ne va pas parler de cela, mais pour le moment, c'est que j'ai constaté tout simplement que tout le monde a vu de la même sens, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans l'opposition. Je crois que c'est le peuple congolais qui est sorti gagnant dans cette histoire-là et que pour l'avenir, nous devons toujours marcher dans cette allure-là. Donc, il faudra donc un bon leadership. Voilà pourquoi nous voulons parler de la problématique de leadership aujourd'hui, de changement, parce qu'il faudra vraiment que les choses changent dans notre pays sur le plan mental. Mais avant cela aussi, docteur, vous venez d'assister à un forum mondial, n'est-ce pas, au niveau de Full Gospel au Ghana. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il a été question pendant ces forums-là? Oui, il faut dire que nous revenions du Ghana à Accra, où nous avons eu la 70e convention mondiale du Full Gospel Businessmen Fellowship International. En fait, c'est une réunion qui réunit toutes les nations du monde où il y a la communauté internationale du plein évangile. Vous savez, c'est une communauté qui est dans tous les continents, dans plus d'une centaine de pays, et de tous les délégués de toutes ces nations. Nous nous sommes retrouvés à Accra, et chaque année, donc, il y a une convention mondiale qui s'efface. C'était pour la deuxième fois après 2003 au Nigeria qu'on a eu maintenant une convention mondiale en Afrique à Accra, et c'était sous le thème équipé pour servir. Et c'était vraiment un très grand événement. Une très grande organisation. Et nous espérons aussi qu'un jour, le Congo pourra abriter pareil type d'organisation. Finalement, les thèmes, c'est les thèmes aussi qui avaient été les thèmes nationaux lors de la dernière convention de Full Gospel ici. Exact. C'est les thèmes annuels, équipés pour servir, parce que nous croyons que Jésus-Christ que nous avons reçu dans nos cœurs, qui habite en nous, le Saint-Esprit qui est en nous, nous communique l'amour qui vient du Père. Et cet amour-là nous pousse à être au service de Dieu et au service de nos frères. Et c'est pour ça que Dieu nous a habilités à le faire. En fait, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette forum-là, sur le plan organisationnel, sur le plan thématique, et sur le plan aussi relations humaines? Ouais. Vous êtes parti, vous étiez le seul Congolais là-bas, ou il y avait une forte... Non. La République démocratique du Congo, nous avons une délégation de 220 personnes. 220 personnes? Oui, qui sont partis à cette convention. Il y avait autant de délégués de plusieurs pays d'Afrique et du monde. Et du point de vue organisationnel, c'était vraiment le défi a été relevé par le Ghana. Et il y a eu une très bonne implication de l'État et du gouvernement ghanéen. Nous avons été honorés par l'implication et la présence à nos réunions
de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Wow. Ghana, Nana Akufo-Addo, qui a participé, et lui et son épouse, aux manifestations, aux réunions. Et l'État était vraiment impliqué. Parce que, évidemment, ces genres de rencontres offrent toujours à la nation qui l'abrite une occasion d'être mise sur la sellette, mais aussi de tirer toutes les dividendes, que ce soit financière. Vous savez, autant de délégués du monde entier qui viennent dans un pays. Vous êtes combien les délégués? En tout cas, on était plus de 2000 ou 3000 délégués des différentes nations. Alors, cela a toujours un grand impact. Et on a aussi eu droit vraiment à l'accueil chaleureux de nos frères du Ghana. Vous savez, le Ghana est une nation avec une tradition panafricaniste. Et l'implication de toute une nation, de tout un peuple était réellement visible. Et nous avons vu Dieu à l'œuvre, parce que nous avons réellement été visités, et nous pouvons dire que nous avons été équipés et rééquipés pour servir. Ok, Voilà. c'est très important. Alors, ça a été aussi pour nous l'occasion de réaliser combien tous les pays sont résolument décidés d'aller sur les chemins du développement. Et les différentes nations en Afrique de l'Ouest font vraiment des efforts sur les chemins du développement. Et nous nous sommes dit, le Congo, nous avons plus de capacités, plus de ressources qu'eux, et que nous devons normalement faire mieux. Malheureusement, nous avons plus de ressources, mais apparemment, c'est comme si sur le chemin du développement, nous sommes très, très lents. En fait, on laisse beaucoup plus, n'est-ce pas, la place aux inimitiés, aux querelles inutiles, au lieu de faire l'essentiel. Je crois que c'est aussi une bonne expérience en tant que leader de pouvoir exporter, n'est-ce pas, de là, cette expérience ici à Kinshasa, n'est-ce pas? Oui, bon, je pense que au Congo, nous devions tous nous mettre d'accord autour du Congo, Congo, comme on le dit. autour de l'intérêt de la nation, de son développement, L'intérêt de la nation, de l'avenir que nous voulons à ce pays. Comment voulons-nous ensemble ce Congo dans 1 an, dans 5 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? À ce niveau-là, il n'y a pas de débat, il n'y a pas opposition et pouvoir. Nous devons tous être d'accord que nous voulons avoir de l'eau potable, nous voulons qu'il y ait une couverture en électricité dans le pays, nous voulons avoir des bonnes écoles, nous voulons avoir une couverture de la santé pour tous, nous voulons avoir des infrastructures. Nous devions en tant que peuple nous mettre d'accord par rapport à tout cela. Ce qui est parfois difficile chez nous, c'est que même lorsque l'on veut donner de l'eau potable à un village, il y a des gens qui diront non, non. Parce qu'ils veulent dire non. Voilà. Oui, c'est une bonne expérience. Merci beaucoup, docteur. Je crois qu'on aura d'autres occasions pour pouvoir parler de cela. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous avons reçu en tant que leader, n'est-ce pas, un leader. Vous avez de l'influence, vous avez dirigé la communauté des hommes d'affaires du plein évangile par rapport au changement de mentalité. Aujourd'hui, c'est devenu maître et mot. La mentalité doit changer parce qu'en principe, c'est comme si nous vivons dans une époque de mentalité d'esclave, d'esclavagisme. On n'arrive pas à se départir de cela. Aujourd'hui, nous sommes conscients que le Congolais, avec un peu de volonté de changement de mentalité, les choses vont pouvoir faire. Alors, on veut d'abord savoir qu'est-ce qu'un leader peut pouvoir faire, tel que vous, pour pouvoir arriver au changement de mentalité. D'ailleurs, j'aimerais quand même vous entendre dire la nécessité, l'importance même du changement de mentalité aujourd'hui dans notre pays. Oui, ce qui est bien chez nous au Congo, c'est que tout le monde est conscient qu'il faut que les choses changent. Mais tout le monde ne fait pas la même chose. Tout le monde ne veut pas agir dans le sens du changement. Voilà. On le veut, mais c'est comme si on veut de son contraire. Exact. Et chacun pense que c'est l'autre qui doit commencer à changer. Pas moi. Pas moi. Alors, donc, la première chose, c'est que les changements de mentalité est une nécessité. Qui doit changer? Moi d'abord. À cette question, chacun doit dire moi d'abord et être le premier à agir. C'est vrai, il est vrai que ceux qui sont au devant de nous, ceux qui ont la responsabilité de nous conduire, de nous diriger, ont une responsabilité double. Parce que pour amener un peuple, une communauté, une nation à changer de mentalité, le peuple a besoin de modèles. Nous avons besoin de modèles. Donc, on a besoin d'un leadership transformationnel. Nous avons besoin de modèles. Aujourd'hui, le citoyen lambda, les plus petits citoyens, s'engagerait
plus aisément sur la voie du changement de mentalité s'il me voit, moi, son responsable, moi, son leader, lui servir d'exemple et de modèle. Les modèles, c'est important. Alors, ce qui me pousse à vous poser la question de savoir, en fait, un peu, quel type de leader dont on a besoin aujourd'hui. Vous avez parlé du leader transformationnel. Ouais. Et quelles sont les caractéristiques de ces leaders-là? Parce que on doit savoir comment nous y prendre, comment un leader peut se comporter dans ce contexte-là. Donc, quelles sont les caractéristiques pour ce leadership transformationnel? Vous savez, le leader a beaucoup de caractéristiques. Mais là, je voudrais vraiment revenir encore sur la qualité que je juge la plus importante, c'est être le modèle dans sa communauté. Je vais vous donner un exemple. Dans la ville de Kinshasa, tout le matin, beaucoup de gens, ou les soirs, se plaignent des embouteillages, de la mauvaise manière de rouler, de circuler en voiture. Ben, je prends tous les Quinois au défi. Vous allez aujourd'hui, après notre émission, observer sur les rues, vous verrez que ceux qui roulent à sens unique, ceux qui roulent dans le sens contraire, à contresens, parfois accompagnés des gyrophares, sont ceux qui devaient donner les modèles. Et vous verrez que dès qu'eux s'engagent en sens unique, les autres les Wewa, les taxis, tout le monde suit. C'est un problème. Voilà. Donc, alors, le jour où on verra un leader comme toi et moi respecter l'ordre sur la chaussée et conduire et ne pas aller en sens unique, ça pourra toucher et impacter les autres. Je vais te donner un exemple. Hier, j'ai passé sur le boulevard Triomphal, j'étais sur le feu vert, je me suis engagé et il y a un véhicule dans la perpendiculaire qui sortait des Huileries qui était sur le feu rouge, il a doublé le feu rouge et il a terminé sa course sur ma Jeep. J'ai stationné, il est descendu pour venir présenter ses excuses. Wow. On a échangé, les policiers étaient là, je lui ai donné des conseils, je lui ai dit, dans l'avenir, il ne faut pas dépasser les feux rouges. Tu vois, tu as dépassé les feux rouges, tu es venu me cogner, je te laisse partir, je prends l'engagement d'aller arranger moi-même mon véhicule. Ah bon? Je lui ai remis une de mes cartes de visite. Et lorsqu'il est parti, le soir, lorsqu'il a lu ma carte, il m'a appelé. Il m'a dit, j'ai pas compris pourquoi tu avais agi de cette manière-là, mais quand j'ai lu ta carte, qui tu es, j'ai tout de suite compris. Et il s'est présenté, c'est un chrétien. Il m'a dit qu'il était un chrétien, engagé quelque part et tout. Mais il a été touché de voir qu'il a eu un modèle de quelqu'un qui peut pardonner à son frère. C'est lui qui avait tort, c'est lui qui a connu son véhicule, c'est lui qui a dépassé les feux rouges. Et je lui ai dit, tu as vu, moi avant de m'engager, je m'étais stoppé sur le feu rouge, j'ai attendu que le vert s'allume avant de m'engager. Et il a compris, il m'a dit qu'il a pris ce modèle-là pour l'avenir. Donc les leaders doivent avoir de l'influence sur les autres, mais cette influence passe par son modèle. Et vous savez, si le leader n'est pas modèle pour les autres, il ne saura jamais transformer la société, il ne saura jamais faire changer les mentalités. C'est très important. Alors, nous allons évoluer avec vous, mais j'aimerais quand même que vous, partant de ce que vous venez de vivre là, c'est ce monsieur-là, qui est chrétien de surcroît, qui croit qu'en tant que chrétien, il ne peut pas respecter les feux. C'est vraiment un problème. Donc, il s'est dit chrétien, il pense que les valeurs chrétiennes ne se limitent qu'à l'Église. Alors que cela doit se répéter aussi sur, partout, on est même sur la voie publique. Ouais. On doit considérer cela. Alors, quelles sont les faiblesses que vous êtes en train de relever dans des chefs de leaders congolais qui font que ça puisse être une sorte d'obstruction par rapport à ces désirs de changement de mentalité? Il faut dire que d'abord chez nous, au Congo, toute personne qui a une position dans la société considère qu'il est leader, ou plutôt la communauté ou le peuple
Je pense que quand quelqu'un est bourgmestre, quand il est ceci, donc il est leader. Alors, quand bien même la personne n'a pas une influence dans sa communauté pour le bien de la communauté, pour changer les choses dans sa communauté. Je pense que la première faiblesse au niveau du leadership à plusieurs niveaux dans notre pays, c'est que ces leaders n'ont aucune vision. Ils n'ont aucun fardeau pour les autres. Ils sont tellement autosuffisants, égoïstes, voulant tout pour eux et pour eux seuls. En fait, c'est comme s'ils trouvaient de la joie et du bonheur à marcher sur les autres ou à agir dans le sens de détruire le bien-être collectif. Je pense que les leaders, chez nous, n'ont pas dans leur cœur, pas tous, mais un grand nombre, le fardeau de ceux qu'ils sont censés influencer sur le chemin du développement, sur le chemin du bien-être. Et je pense que cet égoïsme-là, c'est vraiment dans le cœur de personnes. Je ne vais pas exagérer en disant, comme dit la Bible, que le cœur de l'homme est mauvais. Tortué par-dessus tout. Par-dessus tout. Et on doit vraiment arriver à changer le cœur du leader. C'est très important, il faut changer le cœur là. Mais on se rend compte aussi que c'est comme si tous ceux qui sont, enfin, le leader se croit être au-dessus de la loi. Comme le disait un ancien président, lui, il se mettait au-dessus de la mêlée. À tel enseigne qu'aujourd'hui, même les leaders politiques aujourd'hui, ils estiment que la loi ne les concerne pas. Et quoi qu'il fasse, même s'il doit aller en prison, c'est dit, écoutez, c'est pas moi. Et beaucoup aussi, quand ils sont en difficulté, ils recouvrent les leaders pour se dérober de la loi. Donc c'est comme si on a un problème de se soumettre à la loi. On n'aime pas la loi. Or, quand on n'aime pas la loi, ça veut dire qu'on est pour la jungle, pour que chacun fasse ce qu'il veut. C'est le grand problème en RDC. Oui. Bon, tu sais, lorsqu'on parle du changement de mentalité, c'est vrai que l'on veut ce leader transformationnel qui doit être le modèle pour sa communauté, qui doit avoir l'amour du prochain, de sa nation, pour que chacun puisse influer positivement sur les autres sur le chemin de développement. Mais c'est vrai aussi que là où la loi peut être appliquée dans toute sa rigueur, tout le monde marchera sur le droit chemin. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les Japonais sont disciplinés, ou les Allemands, ou les Norvégiens, ou les Coréens. Où j'ai été. Mais le corollaire à cette discipline n'est pas forcément leur engagement à la foi chrétienne. Mais c'est surtout la soumission aux lois et aux règles dans une société donnée, qui sont opposables à tous. Vous savez, depuis 2-3 jours, il y a moins d'embouteillages dans la ville de Kinshasa. C'est vrai qu'il y a les Jeux de la francophonie, mais c'est vrai aussi qu'on a déployé un peu plus de policiers. Oui, et la garde républicaine, vraiment, qui fait un travail exceptionnel de maintien de la discipline et qui nous sécurise. Et on sait, il suffit que l'on voit l'un d'entre eux sur un chemin pour que tu vois tout le monde s'aligner et rouler de la bonne manière. C'est ça la force, en fait, de l'autorité de l'État, la force de la loi. Donc, il est important que tout le monde soit soumis à la loi. Nul ne peut être au-dessus de la loi. Et les lois et la Constitution congolaise et tout doit éviter des articles ou des tournures qui permettent à certaines personnes de ne pas être redevables vis-à-vis des juridictions et des lois congolaises. Tout le monde doit répondre de ce qu'il fait. C'est très important parce que si
C'est comme si aussi même dans le mental du commun des mortels, on se dit, bon, quand c'est notre leader de notre coin, n'est-ce pas? On les voit lire des motions de soutien ben, face au dérapage flagrant de leur leader, mais ils estiment qu'il a droit à se maintenir. C'est aussi un problème de mentalité à tous les niveaux, même au niveau de la population. Hein. Oui, il faut dire que nous sommes une société qui a une culture particulière. Nous sommes très attachés à nos langues, à nos dialectes, à nos provinces, à nos territoires, et à nos chefs coutumiers. À nos chefs coutumiers. Mais nous devons être aussi, aussi attachés que nous le sommes pour nos familles ou pour nos villages, soyons-le aussi pour notre nation. Et aux valeurs nationales aussi. Et aux valeurs nationales. Alors, je pense qu'il y a une influence négative que jouent certains responsables. Quand ils commettent une infraction, ils les font seuls, mais ils veulent que leur communauté linguistique ou d'origine puisse être partie prenante lorsqu'ils doivent répondre devant la loi ou devant les juridictions. Je pense que ça, c'est une façon peu juste de faire les choses. Mais à nous aussi, l'opinion, à nous les peuples, nous devons aussi être prêts à accepter que les nôtres puissent répondre de leurs actes. Parce que chacun doit répondre de ses actes. Aujourd'hui, lorsque on a réhabilité le stade de Martyrs pour le jeu de la francophonie, mais cela profite à tous les Congolais. Le stade Raphaël, mais cela profite à tous les Congolais, quelle que soit leur tribu, quelle que soit leur province, quel que soit leur parti politique. Imaginez-vous que les fonds qui étaient destinés n'avaient pas été bien utilisés et qu'on n'ait pas eu les beaux jeux de la francophonie comme nous sommes en train de les vivre aujourd'hui. Ça serait une honte pour tous et pour la nation. Donc nous devons soutenir la bonne gestion, la bonne gouvernance, et nous devons être capables aussi de reprendre, même les nôtres, de nos propres familles, lorsqu'ils ne gèrent pas bien la chose publique, lorsqu'ils ne sont pas à la hauteur de ce que le peuple et la nation attendent d'eux. Donc nous retenons qu'un leader qui doit amener et influer sur le changement de mentalité doit d'abord être un leader modèle. Un modèle. Un modèle. Je ne sais pas s'il y a une autre caractéristique que vous pouvez mettre en exemple par rapport à ce leader-là qui doit amener le changement de mentalité, à part le fait d'être un modèle. Parce qu'il n'y a pas aussi question peut-être de compétences sur le plan intellectuel, et sur le plan aussi quelques valeurs humaines qui doivent en quelque sorte pouvoir manifester, afficher. Aujourd'hui, dans nos nations et dans le monde, il a été démontré que les personnes qui ont de la compétence, il leur suffit d'avoir du bon sens et de la bonne volonté. Ils peuvent amener les communautés sur le bon chemin du développement. La compétence, mais j'ai l'impression que tous les Congolais, ils ont une certaine compétence, hein, non, dans leur matière. Non, les Congolais ont presque tous des papiers qu'on appelle diplômes. Alors, mais les diplômes ne confèrent pas nécessairement la compétence dans un domaine donné. Et ce qui fait que, mais n'empêche, au Congo, nous avons des grands intellectuels, des grandes compétences, des fils et des filles de ce pays qui sont des érudits, qui sont capables d'eux. Ça veut dire que vous voulez faire une démarcation entre l'érudit, l'intelligence et la compétence. On peut avoir des diplômes, mais sur le plan pratique, la compétence fait défaut? Oui. Exactement. Mais aujourd'hui, au fait, nous devons aussi faire un appel à l'intelligence congolaise. Il faut que tous puissent se lever pour voir chacun se dire, ma famille, ma nation a investi en moi, que puis-je apporter dans mon domaine, dans mon secteur? Pour la nation. Pour la nation. Et il ne faut plus que les intellectuels congolais se taisent ou croisent le bras. Et il ne faut pas non plus que des personnes qui n'ont pas la compétence puissent prétendre être eux capables de piloter un avion ou de faire une chirurgie d'abdomen d'un patient. Il faut avoir cette compétence-là.
Et donc, la compétence est quelque chose de très important. Et nous, en tant que nation, nous devons beaucoup investir dans l'éducation, dans la recherche scientifique, pour garantir à notre jeunesse, à notre peuple, des valeurs sûres pour la gestion de la nation aujourd'hui et demain. Et Oui, allez-y. oui, alors maintenant, donc l'éducation, la recherche scientifique doivent être des piliers sur lesquels nous devons nous appuyer pour mieux former nos leaders d'aujourd'hui et de demain. Et dans les valeurs humaines que le leader doit avoir, le leader doit avoir le sens de l'écoute. C'est vrai que lorsqu'on utilise le mot écoute, c'est surtout avec les oreilles qu'on entend. Mais là, je voudrais utiliser le mot écoute de façon un peu plus globalisante, dans le sens que même s'il n'écoute pas parce que quelqu'un ne sait pas lui dire au loin, mais ne fût-ce que ses yeux puissent être capables de voir autour de lui. Donc nous devons être capables de discerner les besoins qu'il y a autour de nous, les défis que nous devons en relever. Parce que parfois, les petits peuples se gênent de venir nous dire qu'ici, nous trouvons que ça ne va pas. Mais je pense que nos propres yeux doivent être capables de voir un enfant, moi je suis médecin, un enfant qui a la malnutrition, quand il passe, on sait voir qu'il a la malnutrition. Il ne faut pas qu'on te le dise en tant que responsable, en tant que leader. Quand tu as une poubelle ou une rue qui n'est pas propre, tu dois être capable de voir. Si, donc, dans l'écoute, peut-être que quelqu'un sur ma rue a peur de dire au bourgmestre que telle rue est mal propre, mais j'espère que le bourgmestre sait voir de ses yeux. J'espère que les gouverneurs des villes, des provinces, tous ceux qui nous gouvernent, nous tous les leaders, chacun dans son milieu de travail, dans son milieu familial, doit être capable de voir et d'agir. Ouais. Ok, nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission aujourd'hui. En fait, vous pensez aussi que les valeurs chrétiennes, la foi chrétienne peut aussi aider aujourd'hui au changement de mentalité en ce qui concerne les leaders? La foi chrétienne devait être normalement un des piliers sur lesquels la société entière devait s'appuyer. Vous savez, je voulais peut-être utiliser les mots, les valeurs chrétiennes. Valeurs chrétiennes. Oui. Parce qu'il y a des sociétés dans ce monde qui ne sont pas des sociétés chrétiennes, mais qui mettent en avant des valeurs qui sont des principes bibliques, des principes chrétiens, des valeurs chrétiennes, et qui ont pu aider leur nation à aller de l'avant. Et aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens du Congo, nous avons un très très grand travail à faire. J'espère que tu auras un jour l'opportunité avec ta caméra de filmer les voisinages des églises. Hein, juste pour que tu puisses compter comment c'est malpropre, comment c'est... Donc l'église n'impacte pas dans un environnement, ne serait-ce en matière de salubrité. Mais tu peux voir une belle banderole devant. Hein, 40 jours, Saint-Esprit, miracle et tout. Mais autour de nous, l'Église n'arrive pas à influer sur le développement. Parce qu'en fait, l'Église annonce le salut total en Jésus-Christ. Oui. Ce n'est pas seulement la vie éternelle pour les siècles à venir, mais aussi dans les siècles présents, l'Évangile doit nous procurer un mieux-être. C'est vrai que le bonheur, nous l'avons en Christ, mais ce bonheur-là en Christ, Christ pourvoit à nos besoins, aux besoins de la société, aux besoins de l'homme. Et aujourd'hui, donc, l'Église chrétienne doit jouer son rôle. L'Église doit continuer à nous enseigner, à nous former, à nous forger les valeurs pour que nous puissions être ces témoins fidèles, pour que nous puissions être réellement ces lumières du monde, ces sels de la terre,
pour que nous puissions être ce modèle et que tout le monde puisse se référer en nous pour voir notre société être changée et transformée. Mais on a l'impression que même les leaders chrétiens aussi, ces leaders ministériels, on a l'impression qu'ils connaissent les principes. Mais les grands problèmes, c'est la mise en pratique de ces principes bibliques qu'ils connaissent. C'est comme s'ils connaissent une chose, mais sur le plan pratique, ils font généralement comme tout le monde. C'est comme si ces valeurs-là, ils n'arrivent pas à les transformer de façon intrinsèque. Bon, on fait sciemment. Bon, je pense que nous devons tous marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire. J'espère que chaque leader chrétien doit chaque jour faire mieux que la veille et aller vraiment sur le chemin de la voie déjà toute tracée que le Seigneur a faite pour son peuple. Je pense que les leaders chrétiens dans notre pays est un peu rattrapé aussi par sa culture, rattrapé aussi par ses coutumes. Vous savez, dans plusieurs assemblées, quand l'homme est le représentant légal, l'épouse est le représentant légal suppléant. Quand le leader est originaire de la province X, il est difficile de voir que dans les conseils, la province X ne puisse pas être majoritaire. Donc, l'Église est aussi inféodée par cela. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Église n'est pas encore le modèle sur lequel la nation peut s'appuyer. Si aujourd'hui le président de la République posait la question aux fonctionnaires de choisir les barèmes salariales d'une église quelconque pour qu'on l'applique aux fonctionnaires de l'État, est-ce que les fonctionnaires vont accepter? La réponse est non. Parce que les églises rémunèrent leur personnel moins bien que l'État. La majorité des églises emploient des frères et sœurs sans contrat de travail, sans sécurité sociale. Donc l'Église au Congo doit faire cet effort-là. Nous devons le faire. Moi-même, je suis un responsable. Nous devons faire cet effort pour nous conformer aux lois, pour être un modèle sur lequel l'État, les gouvernants peuvent s'appuyer. Je peux te poser une question simple encore. C'est une intervention pour l'Église. Aujourd'hui, nous sommes 60 ans après l'indépendance. Pouvez-vous me citer une église où les choses sont mieux faites que ne les faisaient les missionnaires blancs? Que cela soit dans l'église protestante, évangélique, catholique. Aujourd'hui, nous aliénons nos espaces. Aujourd'hui, nous faisons ceci, nous faisons cela. Oui. Quelle est ces diocèses? Quelle est cette mission protestante qui aujourd'hui a des meilleures infrastructures que lorsqu'il y avait des missionnaires étrangers? Aujourd'hui, quand quelqu'un devient responsable d'une communauté, il s'est fait entourer des siens. Donc l'Église doit faire l'effort et nous devons continuer à beaucoup prier pour nos leaders chrétiens, pour nos leaders religieux, pour que eux en premier puissent être les modèles de cette société. Parce que tout le monde nous regarde, nous les responsables de l'Église, l'État nous regarde, les gouvernants nous regardent. Aujourd'hui, nous, l'Église, nous crions souvent sur le gouvernant, mais le gouvernant ne trouve pas souvent en nous des modèles sur lesquels ils peuvent s'inspirer pour mieux gérer la République. Voilà, là, c'est une interpellation pour nous, des leaders chrétiens. Nous devons être ceux qui sont les modèles et aussi afficher, non seulement afficher des valeurs chrétiennes, mais aussi il faudrait que nous puissions les mettre en pratique, car le Congo de demain a besoin des gens non seulement intelligents, mais qui sont aussi compétents, qui sont aussi crédibles et qui ont surtout la crainte de Dieu et l'amour du pays et surtout faire abstraction d'eux-mêmes afin que la nation puisse aller dès l'avant. Merci beaucoup, Dr. Fruelo. Le temps nous imparti touche à sa fin. Certainement, vous avez beaucoup de choses à dire. Nous allons nous retrouver très prochainement avec de nouvelles idées par rapport à cela. On aurait aussi voulu parler un peu de l'influence de l'intelligence artificielle, mais on y reviendra la fois prochaine. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez acceptés dans votre maison pour cette émission Plateau de leaders. Nous avons parlé des leaders et du changement des mentalités. À nous revoir
la fois prochaine, si Jésus-Christ ne revient pas.